La petite histoire retiendra qu'il était 1h15 du matin, le jeudi 21 décembre 1972, lorsque M. Achille Peretti a déclaré close la session d'automne de l'Assemblée nationale, dernière session de la législature. Les députés ont alors quitté l'hémicycle dont les portes resteront fermées jusqu'au lundi 2 avril, jour où il accueillera les députés élus ou réélus les 4 et 11 mars. Avant de se séparer, les députés ont encore voté quelques textes, mais le temps leur a manqué pour examiner 2 sujets. La proposition Neuwirth sur la création d'un conseil d'information sexuelle et de régulation des naissances, proposition que le Sénat avait refusé d'examiner faute de temps, et la proposition des sénateurs d'interdire la publication de sondages pendant la campagne électorale. Les députés ont cependant adopté le projet de loi concernant l'institution d'un médiateur. Dans l'après-midi, outre le discours de clôture de M. Peretti et l'allocution de M. Messmer, qui a demandé aux députés de la majorité de continuer à apporter un soutien sans faille au président de la République, la séance a été marquée par un incident entre M. Perfit et Mitterrand. Le premier secrétaire du Parti socialiste a accusé M. Perfit de jouer contre le franc, de vouloir provoquer une panique financière. Le secrétaire général de l'UDR lui a répondu « C'est un peu fort tout de même de voir l'incendiaire nous accuser de souffler sur le feu ». Ce matin, M. Robert Boulin a fait devant les journalistes le bilan de cette session parlementaire, un bilan qu'il juge satisfaisant. Le ministre chargé des relations avec le Parlement a également répondu à un certain nombre de questions, notamment à la question de savoir si les députés de la majorité vont faire campagne sous un nouveau sigle, celui des Républicains de Progrès pour le soutien au président de la République, et François Bonnemain a demandé à M. Boulin la raison de ce choix et si cela voulait dire que M. Pompidou s'engagera personnellement dans la campagne. Écoutez, d'abord, l'union des Républicains de Progrès, c'est la manifestation de la cohérence et de l'union de la majorité. Nous ne sommes pas des gens monolithiques, nous respectons chacune des formations et le fait de manifester l'unité par le si que vous venez d'indiquer est la démonstration que nous voulons partir au combat uni. La deuxième partie, pour le soutien au président de la République, manifeste le sentiment que nous soutenons le président de la République. C'est-à-dire que c'est un engagement de l'ensemble de la majorité qui part aux élections et qui se recommande du président de la République parce qu'elle entend dégager une majorité future qui soutiendra le président de la République. Autrement dit, il y a là la manifestation à la fois de l'unité, de la cohérence et du désir d'une majorité future soutenant le président de la République. Je crois que tout cela est très explicite. Quant au président de la République lui-même, c'est lui qui doit répondre à la question pour savoir si dans l'avenir ou dans les jours qui vont suivre, il s'engagera personnellement. Ce n'est pas à nous de le dire. Officieusement, la campagne a pratiquement commencé. Tous les leaders, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, participent à des débats. Et on accuse un peu la majorité de faire de l'anticommunisme systématique et primaire. Oui, le propos, en effet, je l'ai tenu. Vous savez, en réalité, les autres se sont beaucoup agités. Ils ont donné le sentiment d'une gauche unie, avec un programme commun. Nous n'avons pas beaucoup bougé. Mais vous savez, nous sommes un peu comme le dogue qui ne dort que d'un œil. Et nous allons assister, je puis vous l'affirmer, maintenant au réveil de la majorité qui a attendu de connaître à la campagne la date des élections législatives pour entreprendre la campagne électorale. Et en effet, je crois qu'un des thèmes de la campagne n'est pas de prendre des slogans qui me semblent éculés sur l'anticommunisme et qui passent par-dessus la tête des Français. Il y a des choses qui se sont passées depuis un certain nombre de temps. Mais en revanche, de montrer que le communisme est un danger réel, malgré les sourires et les apparences, et l'expression d'un programme unique qu'il manifeste, et démontrer qu'il y a là une menace profonde pour la liberté des Français, pour la vie économique des Français, pour la suite du comportement politique de la France, et il faut le démontrer d'une manière sérieuse. Je crois que la grande novation, c'est que le Parti communiste entend maintenant participer au gouvernement futur. Et cette participation s'exprimant par un programme, il faut démonter chacune des pièces de son programme. Et il faut faire de l'anticommunisme raisonné, percutant, répondant à ce programme par une démonstration que nous ferons dans le sérieux. C'est, je crois, ce que j'ai voulu dire personnellement quand j'ai parlé qu'il ne fallait pas faire un anticommunisme de grand-papa.
Le Sénat également fermait ses portes hier et dans son discours de clôture, M. Alain Poher a déclaré qu'entre le gouvernement et le Parlement, le dialogue n'était pas libre et que l'échange n'était pas franc. Le président du Sénat a dit notamment « Je suis bien obligé de constater que le gouvernement abuse de moyens de procédure exceptionnels. » Le président du Sénat a notamment critiqué la méthode du vote bloqué. Si on n'y prend pas garde, a-t-il dit, de tels procédés feraient de la Haute Assemblée une simple chambre d'enregistrement. Monsieur Pierre Messmer est ce matin en Charente, première étape de ce voyage, Rochefort. Nous vous parlerons plus longuement de ce voyage dans notre bulletin d'information de 19h45 ce soir. Le président Nixon aurait adressé un ultimatum à Hanoï et à Saïgon, les mettant en mesure de signer un accord de cessez-le-feu. C'est du moins ce que l'on dit à Saïgon. Cet ultimatum aurait été adressé le 13 décembre, c'est-à-dire après la fin des entretiens entre messieurs Kissinger et Le Ductot à Paris. Le président Nixon aurait donné 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, aux deux gouvernements pour signer cet accord, sinon les bombardements reprendraient sur le nord et le sud était menacé de ne plus pouvoir recevoir d'aide économique et militaire des Américains. Toujours d'après ce qui se dit maintenant à Saïgon, le président Nixon a attendu plus de 72 heures, mais il n'a pas reçu de réponse de Hanoï. Le 17 décembre, des mines étaient de nouveau larguées au large de Haiphong et le 18, les bombardements reprenaient. Depuis, ils n'ont pas cessé. La nuit dernière encore, les B-52 ont lâché des centaines de tonnes de bombes sur plusieurs villes et centres vitaux du Nord-Vietnam. Hanoï affirme que dans cette seule nuit, 13 avions américains, dont 7 B-52, ont été abattus par la DCA. Les Américains contestent ces chiffres. Et le plus étonnant, c'est que les conversations diplomatiques ont quand même repris. Les experts américains et nord-vietnamiens se sont revus hier à Paris et ce matin a eu lieu avenue Kléber la 171e séance de la conférence sur le Vietnam. Il est vrai qu'aucun chef de délégation n'y assistait. Voici des extraits des déclarations faites ce matin à leur arrivée avenue Kléber par deux porte-paroles des délégations. J'espère que le délégué de Hanoï à la séance d'aujourd'hui manifestera également une imagination fertile pour essayer de résoudre le problème posé par la présence des 300 000 troupes régulières nord-vietnamiennes au Sud-Vietnam, qui constitue de toute évidence une grave menace à la sécurité du Sud-Vietnam et aussi un obstacle majeur à l'exercice du droit de l'autodétermination de la population sud-vietnamienne. Comme vous le savez, la situation de la guerre au Vietnam est actuellement très grave du fait que le gouvernement américain non seulement refuse de signer l'accord de paix convenu, mais encore a gravi de nouveaux pas démentiels dans l'escalade de la guerre. La séance de ce matin, avenue Kléber, a été très courte. En effet, au bout de quelques minutes, les représentants de Hanoï et du GRP ont quitté la salle pour protester contre la reprise des bombardements sur le Nord-Vietnam. À Moscou, ce matin, M. Brejnev a condamné la reprise de la guerre au Vietnam et en a rejeté la responsabilité sur les Américains. C'était à l'occasion de la célébration solennelle du 50e anniversaire de l'Union soviétique. Le secrétaire général du Parti communiste soviétique a dit « Nous condamnons résolument et avec force cette guerre, car il est clair que l'agression est vouée à l'échec. Cette guerre est la guerre la plus sale de l'histoire américaine. » M. Brejnev a également fait un bilan de l'ensemble de l'expérience socialiste en Union soviétique depuis 50 ans, et il a notamment proposé un référendum du peuple entier en vue d'approuver la réforme constitutionnelle qui sera préparée avant le prochain congrès du Parti communiste soviétique, c'est-à-dire le 25e congrès. De nouveaux incidents graves en Irlande hier soir. 2 hommes masqués sont entrés dans un bar de Londonderry et ont tiré sur les clients. Cet attentat a fait 5 morts et 5 blessés. Plusieurs autres incidents se sont produits dans la même journée. C'est ainsi notamment qu'un ouvrier catholique a été abattu alors qu'il se rendait à son travail à Belfast et qu'un membre du régiment de défense de l'Ulster a été tué d'une balle dans le dos. Il y a un peu plus d'une heure, le représentant du chancelier Willy Brandt, M. Egon Bahr, et le secrétaire d'État est-allemand Helmut Kohl ont signé à Berlin-Est le traité qui règle les rapports entre les deux Allemagnes. La signature de ce traité
c'est la fin de 27 années de guerre froide entre les deux Allemagnes. Il existe désormais deux États allemands, la République démocratique allemande et la République fédérale allemande, qui, pour commencer, vont échanger non pas des ambassadeurs, mais des représentants permanents, et qui seront admises toutes les deux ensemble à l'ONU l'année prochaine. Mais ce traité signé ce matin n'a pas que des conséquences diplomatiques. Il a aussi des conséquences humaines, et c'est à cet aspect de la signature du traité que s'est particulièrement intéressé Michel Meyer. Dans ces régions rurales et relativement pauvres de la frontière, l'on s'était donc résigné à vivre avec le mur et à ne pas revoir parents et amis se trouvant de l'autre côté. Depuis plus de 20 ans, on attendait le dégel. Avec le traité fondamental, l'espoir renaît, tellement fragile que les habitants des villages refusent encore de livrer leurs craintes ou leurs espoirs devant une caméra. Pourtant, avec la signature du traité, les frontières s'ouvriront 30 fois par an dans le sens République fédérale, République démocratique, mais seulement pour les ressortissants des régions frontalières. Les fiancés et les époux pourront se retrouver, les contrôles aux frontières devraient s'humaniser. Autre conséquence des nouvelles relations entre les deux Allemagnes, l'arrivée par petits groupes, comme ici dans la nuit froide de la Basse-Saxe, de quelques milliers de détenus d'Allemagne de l'Est. Au départ, 32 000 condamnés ont été amnistiés suite aux accords qui ont précédé le traité. Poursuivis pour délits politiques et de droit commun, 3 000 d'entre eux ont souhaité passer en Allemagne de l'Ouest, où au terme des lois en vigueur, la plupart des prisonniers ne seront plus inquiétés. Parmi ces amnistiés venant de Karl-Marx-Stadt, autrement dit Chemnitz, énormément de jeunes de 20 et 30 ans qui, à la frontière, manifestaient leur joie. Nous sommes heureux. C'est le plus beau jour de Noël, le plus beau jour de ma vie. Cet après-midi, nous étions encore en prison, disait-il. Certains étaient en prison pour plus de 3 et 4 ans. C'est au camp de Gießen que se fait la prise en charge et l'orientation sociale des libérés qui sont envoyés dans toutes les régions de la République fédérale. Pour la plupart d'entre eux, une période de réadaptation commence. Hans-Jürgen, 23 ans, n'a plus vu sa fiancée depuis 4 ans. Il désespère de la revoir un jour, malgré le traité. En cela, il est peut-être trop pessimiste. Je vous ai parlé hier de cette affaire de deux sociétés qui proposaient des emplois moyennant caution pour vendre ou faire vendre des cosmétiques à domicile. Le président de la société Holiday Magic, M. Brun, reconnaît qu'une faute a été commise dans la mesure où les cautions versées n'ont pas été bloquées dans un compte en banque spécial comme le demande la loi. Selon M. Brun, cependant, aucune plainte n'a jusqu'à présent été déposée contre la société qui dispose d'un fonds de roulement suffisant pour faire tourner l'entreprise. Depuis hier soir, Raymond Poulidor n'en finit plus de répondre au téléphone. Nombreux sont en effet ceux qui veulent le féliciter pour sa Légion d'honneur qui récompense une carrière exemplaire. Alain Billouin a été de ceux qui lui ont téléphoné pour lui demander ce que ça lui faisait de pouvoir porter le ruban rouge à la boutonnière. C'est un petit peu le couronnement de votre carrière, Raymond, mais vous n'avez pas l'intention en tout cas d'abandonner la compétition pour le moment. Non, disons qu'en 73, je vais poursuivre celle-ci et j'espère m'aligner une nouvelle fois au départ du Tour de France et à être en aussi bonne forme qu'en 72. Pensez-vous que la Légion d'honneur mérite d'être attribuée à un sportif? Je ne sais pas, je crois qu'on aurait peut-être dû lui donner une autre appellation car jusqu'à présent, la Légion d'honneur récompensait surtout, disons, elle était surtout décernée à titre militaire. Mais depuis quelques années, je crois qu'on a voulu honorer les grands sportifs. Alors maintenant, je crois que c'est rentré dans les mœurs. Est-ce que vous avez l'intention de porter la rosette? Je la porterai certainement, puisque je crois lorsqu'on est décoré de cette haute distinction, on se doit de la porter, mais pas sur mon maillot, sur seulement mes tenues de sortie. C'était soir de gala hier à l'Opéra. Madame Georges Pompidou présidait le spectacle de ballet donné au profit des œuvres de l'UNICEF. Une salle très brillante a pu voir, outre le corps de ballet et l'école de danse de l'Opéra, au grand complet, dans le célèbre défilé, quelques-uns des meilleurs danseurs et danseuses étoiles français et étrangers. Un commentaire de Léon Zitrone sur cette soirée.
Omar Sharif qu'entourait Jacques Boucherat et son épouse, un peu plus loin Alain Michel d'Ordano, notre président Arthur Comte et sa fille Dominique. Voilà quelques-unes des personnalités venues à l'opéra dans un lieu hautement charitable, donné pour les enfants malheureux de nombreux pays. Madame Pompidou qu'entourait la duchesse de Mouchy, les membres du comité, David Chaud de l'UNICEF, présidait la soirée. Merveilleux spectacle, voici des sylphides sur la grande valse brillante de Chopin. Vous verrez tout cela en grand le 1er janvier. À l'entracte, au foyer de l'opéra, Madame Pompidou avait la gentillesse de nous répondre. Madame, et merci de répondre à 2 ou 3 questions. La soirée est placée sous le signe de l'art et sous le signe de la bonté. L'art, c'est la danse. Aimez-vous la danse, madame? J'adore la danse. La danse classique, la danse moderne. Et à cet égard, ce soir, nous avons été très gâtés. Avez-vous aimé les sylphides, madame? Oh, oui, beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé le ballet américain aussi. Les téléspectateurs verront le ballet américain le 1er janvier. Madame, le deuxième signe sur lequel est placée cette soirée, c'est la charité dans son sens le plus large. L'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance déshéritée dans les pays en voie de développement. Vous-même, madame, vous présidez une œuvre, vous donnez beaucoup de vous-même. Est-ce que vous pouvez être aussi charitable, aussi bonne que vous le voulez? Oui, vraiment, ça je crois que je le peux. Et en tout cas, tout le monde sait que je m'intéresse aux enfants handicapés, puisque c'est une des branches de mon œuvre et pas la moindre importance. Qu'est-ce que donner pour vous, madame? Qu'est-ce qu'être bon? Ça, je ne sais pas exactement, mais enfin, je pense qu'on est généreux naturellement, je crois. C'est difficile à définir. Pas trop penser à soi, en tout cas, et penser à ceux qui sont malheureux. Et leur donner. Merci beaucoup, madame. Et je rappellerai Une très brillante soirée. Les ostréiculteurs français sont inquiets. La pollution menace de plus en plus les parcs à huîtres. L'année dernière, c'était à Arcachon. Maintenant, c'est sur la côte sud de la Bretagne. L'équipe de 13h Magazine s'est rendue sur place pour voir quelles solutions on pouvait trouver pour protéger les parcs à huîtres. Les huîtres, c'était déjà du luxe, c'est devenu de la folie. Notre reporter Éric Clouet a observé les étiquettes. 8 à 9 francs pour des portugaises, c'est encore relativement abordable. 42 francs pour des belons, c'est vraiment excessif. Une explication, la maladie a décimé les parcs. Souvenez-vous, l'été dernier, l'interdiction de consommer les huîtres du bassin d'Arcachon, dont la majorité des parcs avaient été pollués. La mise en garde aux entretiens de Bichat du professeur Brizou. Les huîtres, avait-il affirmé, sont une des causes de l'hépatite virale. Je ne pensais pas que des journalistes présents dans la salle donneraient un retentissement pareil à des discussions qui n'auraient en fait pas dû transpercer les portes de l'amphithéâtre où je parlais. Mais existe-t-il quand même un risque? On ne peut pas le nier puisque c'était le sujet de ma conférence. Donc il y a bien un risque, mais il faut savoir en donner les limites. Vous savez qu'il y a 2 catégories de consommateurs de coquillages, ceux qui consomment les coquillages récoltés un peu n'importe où, dans des régions polluées, dans des régions non surveillées, et ceux qui achètent des coquillages sur les marchés, lesquels coquillages sont soumis à une réglementation très stricte de culture et de distribution, de stockage. Ces coquillages achetés sur les marchés, il y a évidemment beaucoup moins de risques, qui sont même très minimes, par rapport à ce qu'on appelle les coquillages sauvages. Il n'est pas possible, on le comprendra, d'analyser une par une
le million d'huîtres qui sont livrées aux consommateurs. Ce qu'il est en revanche possible de faire, c'est de contrôler, c'est ce que nous faisons, d'une manière étroite les zones de production. Nos chercheurs maintiennent en état d'observation presque continu les zones de production. Ils font des prélèvements soit sur l'eau, soit sur les coquillages eux-mêmes. 20 laboratoires de l'Institut des pêches sont répartis sur les grands centres ostréicoles. Leur vocation, veiller à la qualité des huîtres. Une mesure efficace, garantie de la salubrité du produit, l'étiquette sanitaire. Vous pouvez la voir sur les bourriches. La pollution du coquillage entre dans tout cet ensemble des phénomènes de pollution qui se sont multipliés le long du littoral, dans les estuaires, dans les rivières, qui sont devenus les dépotoirs de toutes les nuisances possibles. Depuis le développement du tourisme, d'une part, de certaines industries, de la culture intensive, de certains végétaux le long du littoral, surtout de végétaux que l'on doit traiter 3 ou 4 fois par an par des pesticides dangereux, il est évident que la pollution devient inquiétante. Est-il raisonnable, dans une zone limitée, de vouloir à la fois faire de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la navigation de plaisance, de l'industrie, du tourisme? Cela paraît quelquefois un peu déraisonnable. Je proposais personnellement que les zones d'ostréiculture soient déclarées zones protégées, au même titre que les grands parcs de réserve d'animaux, de réserve de chasse. Il faut protéger les huîtres contre les pollutions, car elles ont déjà fort à faire avec la nature. Les marais, ça de toute façon, c'est un élément naturel avec qui il faut composer. C'est la règle du jeu de l'ostréiculteur. Ça a toujours été, et je pense qu'aucun professionnel a l'intention de changer le cycle de la nature. La nature est capricieuse. Pour ma part, je la considère équitable, parce que, voyez-vous, elle prend, elle redonne. Ça dépend de la persistance et de la persévérance de l'individu. Une nature équitable, mais dure. Après avoir décimé les parcs d'huîtres portugaises, elle risque maintenant de s'attaquer aux huîtres plates. Depuis quelques années, les huîtres portugaises se portaient mal. Mais les professionnels ne s'inquiétaient pas trop. Pour eux, c'était une mauvaise passe. En 1970, le drame éclate. Cancale annonce 60% de pertes, Marennes-Oléron 80%, Arcachon enfin 50%. Dégénérescence des huîtres? Virus? On l'ignore encore. En juillet 71, la mortalité atteint son point maximum. Août 71, elle cesse brutalement, mais il est trop tard. Les exploitants ont perdu trop d'argent, à Marennes-Oléron par exemple, qui représente 60% des huîtres consommées en France. Ces huîtres n'étaient pas assurées car il n'y a aucune assurance pour ce produit. Et que prévoient les pouvoirs publics alors pour cela? On nous a accordé des prêts de calamité pour pouvoir faire une relance de l'ostréiculture du bassin de Marennes-Oléron et une relance de l'ostréiculture française, 20 milliards ayant été alloués à l'ostréiculture nationale. 20 milliards, cela permet aux ostréiculteurs de réagir. On apprend alors qu'une huître rapportée des USA à la Tremblade en 1966 a résisté au désastre. Cette huître creuse, d'origine japonaise, a été acclimatée en Amérique du Nord et au Canada. Elle est, dit-on, douée d'une robustesse exceptionnelle. C'est la gigasse. Une importation massive réanime les parcs sinistrés. Mais cela a coûté cher. Un essaim coûte de 1500 à 1800 francs au Japon, le kilo, ancien bien entendu. Et ça, il a fallu quand même faire, je vous dis, c'est des sacrifices énormes. Et si nous aurions voulu faire des prix de rentabilité cette année, c'était 50 000 francs, nous aurions dû vendre des kilos d'huîtres. Ouais, bah... Avec cette étude nouvelle, avec cette culture nouvelle, ce produit nouveau, nous pensons que l'année prochaine, les huîtres auront diminué et que nous pourrons reprendre déjà le chiffre de 1970, une douzaine d'huîtres à chaque Français, puisque 600 millions était le chiffre de notre cheptel. Cette année, nous reprendrons ces 600 millions avec le programme et l'ambition de pouvoir dire que tous les Français pourront manger des huîtres. Autre cause du prix élevé des huîtres, on a accusé les ostréiculteurs de limiter volontairement leur production.
Nous étions amenés dans l'espace de 10 ans à avoir des huîtres qui avaient un cycle de 5 ans, ce qui permettait, n'est-ce pas, une non-rentabilité des exploitations et les exploitants recherchaient dans le prix cher leur survie dans la profession. Autre reproche, l'anarchie de la profession. Des exploitants en surnombre provoquent la saturation des parcs. Nous avons depuis 5 ans réduit, si vous voulez, les concessionnaires de 7800 à 3800. Donc actuellement, il y a une restructuration de la profession, toujours en gardant le caractère familial de l'ostréiculture des bassins. Il n'y a pas d'industrie de l'huître ici, il y a la structure familiale avec bien entendu quelques ouvriers, le maximum étant une dizaine d'ouvriers par établissement. L'ostréiculture a été artisanale, est devenue industrielle, puis nous nous apercevons qu'elle tire à U et à dia. Une solution a été essayée, celle des coopératives. Quelle autre peut-on choisir? Il y aurait celle de la concentration de grands établissements qui, représentant une portion importante du marché, pourrait donner au marché non seulement une bonne tonalité, mais une certaine rigueur que nous ne retrouvons plus dans nos achats ni dans nos ventes. Un exemple de cette rigueur souhaitée par beaucoup, la création d'un label de qualité, comme pour bien d'autres produits alimentaires. Ce fameux label, je peux vous garantir qu'en 1973, il sera créé, qui donnera une garantie non seulement du produit, et qui nous sera une garantie, une protection d'ailleurs de ce produit contre les produits étrangers, mais en plus qui donnera une garantie aux consommateurs. Mais la meilleure garantie anti-hausse, c'est la réorganisation de la profession. 100 000 personnes vivent de l'ostréiculture, réparties sur 17 500 exploitations. 10 000 d'entre elles n'étant qu'une activité d'appoint pour leurs propriétaires. Ce qui freine la modernisation de l'ostréiculture et risque de limiter les emplois, pour les jeunes surtout. Les jeunes dans l'ostréiculture ne seront pas des parents pauvres, ni déshérités de l'évolution actuelle. Cette huître qui a un cycle de 2 ans nécessite énormément de travail rapide. Et je peux vous dire que déjà, la région de Marennes-Oléron, l'année prochaine, aura certainement une demande d'emploi de plus de 1000 personnes. L'huître japonaise provoque une petite révolution dans l'ostréiculture. Tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Ils intéressent les consommateurs, mais aussi 100 000 professionnels, employés et patrons. Les huîtres représentent un quart des pêches maritimes et la seule armature économique de nombreuses localités littorales. En tout cas, une preuve est faite, le temps où l'on se contentait de puiser dans la mer sans en respecter l'équilibre est bien révolu. Ce soir à 21h30, sur cette même première chaîne de télévision, notre magazine Plein Cadre vous présentera l'histoire de 2 hommes. À l'approche de Noël, ce soir, Plein Cadre sur 2 hommes de bonne volonté, 2 aventures vécues par 2 Français, loin de la France, 2 vies, aux antipodes l'une de l'autre, mais toutes 2 exemplaires. Au Gabon, Jean-Claude Brouillet, c'est l'homme qui a mis sur pied, à force d'entêtement et de ténacité, la Compagnie nationale d'aviation gabonaise, 50 avions qui transportent aujourd'hui plus de 20% de la population. Il a 20 ans, en 1945, lorsqu'il arrive à Libreville avec un brevet de pilote, mais sans un sou. Il commence avec un camion, puis avec l'aide des forestiers et des Gabonais. Il achète un avion, puis 2, qui font le transport du matériel, des malades, du courrier au-dessus de la brousse, pour aboutir aujourd'hui à une véritable compagnie. Au-delà de l'anecdote, c'est le portrait d'un homme dont l'activité a profondément transformé le mode de vie de tout un pays. C'est une autre aventure que Plein Cadre est allé filmer aux confins du pôle Nord, celle du père Lemeur qui vit seul au milieu des Esquimaux. La préparation de Noël est l'occasion pour lui de réfléchir à son rôle,
de faire un bilan de cette expérience exemplaire. Que faut-il penser de l'évangélisation des Esquimaux qui avaient leurs coutumes, leurs croyances? Ou bien le père Lemeur est-il avant tout un homme qui a décidé de venir en aider d'autres, plus isolés, plus défavorisés, qui vivent coupés du reste du monde dans la nuit polaire? Que pensent les Esquimaux du père Lemeur? Ont-ils vraiment adopté celui qu'ils ont surnommé Okreyoaluk, celui qui parle bien? La bourse maintenant, les experts du marché commun ont publié un rapport qui prévoit une forte expansion pour 1973. Je pense, Gérard Vidalange, que ce rapport a retenu toute l'attention ce matin à la bourse. Oui, c'est un élément favorable. Non seulement c'est une expansion, mais c'est une accélération de l'expansion. Les experts du marché commun ont avancé un taux de croissance de 6,5%. Ce sera le taux le plus élevé depuis 8 ans, depuis 1965. En Allemagne et en France, les réserves de capacité de production sont tout de même limitées. Alors là, cela pose un problème d'investissement pour 73 et pour 74. Et les experts du marché commun ont également souligné tout de même le problème très sérieux qui subsiste en ce qui concerne le chômage. Marché de l'or, c'est encore le repli, le reflux, 10 610 pour le lingot contre 10 805, et le Napoléon revient de 79,60 à 77,90, et vous voyez les autres cours des pièces d'or. Un tableau maintenant pour vous montrer le volume des échanges en unités. La source est l'agence économique et financière, AGFI, depuis lundi. Donc en 3 jours, il y a eu 1850 lingots échangés, ce qui est infinitésimal. Par contre, en ce qui concerne les pièces, le total des pièces échangées que l'on a pu recenser est de 185 000 pièces. Valeurs françaises, eh bien, elles sont encore en hausse. Et le redressement est tout de même assez net ce matin. Les boursiers ont déjà un pied dans le mois de janvier, car on a pu faire des cotations à terme, à crédit, sur le mois de janvier. Et voici tout de suite des tableaux qui enregistrent des cours en hausse dans différents secteurs, CFEC par exemple la banque, services publics, Général des eaux, et le pétrole, Esso Standard. Un autre tableau, nous nous excusons de ne pas vous donner des images en direct, nous avons des petits ennuis, mais la tendance en tous les cas est très significative ce matin, il y a une nette reprise des valeurs françaises. Deux nouvelles qui concernent la décentralisation industrielle. C'est maintenant confirmé, Michelin va installer une usine à Roanne. Je crois qu'il faut souligner que Michelin est l'une des entreprises françaises qui a le plus créé d'emplois depuis ces dernières années. Et à Brest, une nouvelle raffinerie sera également installée. Il y aura 8 actionnaires, dont à peu près 49% entre les mains des 3 grands groupes nationaux, Antar, Française de raffinage et Elf Union. Voici maintenant un tableau sur les valeurs étrangères. Les américaines sont plus discutées, irrégulières. C'est toujours la rupture des négociations sur la paix au Vietnam qui influence New York, alors que les allemandes sont plus fermes, comme Siemens et Hoechst. Deux tableaux qui concernent les SICAV, les performances des SICAV. Vous voyez qu'en dépit de la baisse des valeurs françaises, ces sociétés qui gèrent des portefeuilles en actions françaises et en actions étrangères réalisent des scores tout à fait remarquables de 32% à 18%. Entre parenthèses, ce sont les établissements financiers, les banques qui animent ces SICAV. Vous voyez que la BNP, par exemple, épargne croissance, pour sa SICAV épargne croissance, a réalisé un très bon score. Donc, bonne reprise des valeurs françaises. À vous, Claude Guillaumin. Eh bien, je vous remercie de nous avoir prêté attention et je vous souhaite un bon après-midi.